next time in Moscow. Oh. En 2025, la géopolitique mondiale ne ressemble plus à celle des manuels scolaires. L'équilibre des puissances vacille, la diplomatie se joue autant dans les salles de marché que sur les lignes de front et les anciennes règles du jeu semblent chaque jour plus désuètes. Derrière les chiffres vertigineux de la dette américaine, les sanctions économiques massives et les tractations énergétiques, ce sont des continents entiers qui cherchent leur place dans un monde devenu résolument multipolaire. L'Ukraine, en apparence un théâtre de guerre localisé, s'impose comme le pivot accélérateur d'une recomposition globale où Washington tente de préserver sa suprématie dans ce nouveau monde, Moscou joue l'usure, Pékin et New Delhi affirment leur indépendance et l'Europe hésite entre autonomie et fidélité à l'oncle Sam. And I like him even more now. La rencontre prévue entre Poutine et Trump en Alaska a été loin d'être un simple sommet diplomatique. Elle a cristallisé le tournant de cette nouvelle ère. Ici, ce sont de nouveaux rapports de force, de nouvelles règles et de nouvelles incertitudes qui se dessinent. Bienvenue sur Terra Bellum. Avant de poursuivre l'analyse, un mot sur un allié précieux des longues sessions de veille et de montage. La géopolitique ne s'arrête jamais à 18h. Entre les sommets qui commencent à 23h pour se terminer à 3h du matin, les conférences de presse nocturnes à Washington ou Tokyo, l'actualité et les crises qui éclatent toujours quand on s'y attend le moins, il faut tenir le rythme. Alors plutôt qu'enchaîner café ou soda sucré, il existe une alternative qui me convient beaucoup mieux. Oli. C'est une boisson pensée comme une vraie alternative aux boissons classiques. Pas de sucre, pas d'arôme artificiel, mais des vitamines et une énergie durable grâce à la caféine micro-encapsulée. En clair, un boost quand il faut rester concentré sans le crash derrière. S'il faut veiller tard car il y a une crise au bout de temps ou que je prépare une vidéo face à un meeting de Donald Trump, je me tourne plutôt vers la gamme Oli Energy. 50 portions dans un pot, saveur fruitée, moins de 20 calories et zéro culpabilité. Pour les journées d'été ou si vous regardez Terra Bellum sous 35 degrés, il y a Oli Iced Tea, une alternative au thé glacé trop sucré avec du vrai thé, des antioxydants et toujours sans sucre. Si vous voulez tester, nous avons un code promo. Avec Terra Bellum, vous avez 10% de réduction sur tout le site Oli ou 5 € offerts sur votre première commande avec le code Terra Bellum 5. Je vous mets le lien direct en description. Une bonne nouvelle en Alaska pour les États-Unis et la Russie. Le sommet d'Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine restera sans doute dans les annales comme la démonstration de cette nouvelle réelle politique, mais surtout comme un révélateur de la complexité, voire du cynisme qui domine désormais la diplomatie mondiale. L'événement n'a pas abouti à un cessez-le-feu ou un accord de paix immédiat, mais il a posé, pour la première fois depuis des années, les bases d'un dialogue bilatéral direct entre Washington et Moscou. Les échanges largement qualifiés d'amicaux et constructifs ont mis en avant la volonté partagée de rétablir certains liens économiques. Le projet de réouverture des liaisons aériennes directes entre la Russie et les États-Unis, évoqué par l'ambassadeur russe à Washington, est symbolique d'une détente prudente, mais aussi d'intérêts commerciaux partagés au-delà des postures publiques. Si la paix immédiate n'est pas encore à l'ordre du jour, l'annonce d'une communication restaurée entre les deux capitales annonce un changement de ton. Dans ce processus, l'Ukraine apparaît non pas comme un acteur souverain, mais comme un terrain stratégique où s'affrontent intérêts américains et russes. La diplomatie ukrainienne est cantonnée à un rôle secondaire. Volodymyr Zelensky a même été convoqué à la Maison-Blanche dans les jours suivants, prié d'adopter une posture constructive sans pouvoir maîtriser véritablement les conditions du cadre imposé. La tension de la conversation téléphonique post-sommet entre Trump, Zelensky et les dirigeants européens, décrite comme difficile par plusieurs observateurs, en est l'illustration la plus directe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis, pour se maintenir au sommet, entrent dans le jeu multipolaire et adoptent ces codes. L'Europe, tout en réitérant un soutien indéfectible à l'Ukraine, se trouve placée à la marge des arbitrages décisifs. Ni force de proposition, ni arbitre du dossier. Reléguée à un rôle d'appoint. L'Union européenne peine à exister en tant que pôle stratégique indépendant. La gestion du dossier ukrainien se concentre donc toujours entre Washington et Moscou. Les Européens, comme il a été dit depuis des mois, devront gérer les conséquences plus que les décisions. Trump s'est empressé de transférer la responsabilité du destin ukrainien à Zelensky, l'appelant à saisir l'initiative pour négocier avec Moscou, tout en incitant les Européens à, je cite, « faire plus pour la paix ». Il s'est également opposé à tout nouveau train de sanctions dans l'immédiat, préférant capitaliser sur une dynamique d'apaisement diplomatique avec Poutine, désormais ouvertement qualifié de leader fort et intelligent par le président américain.
Fait notable, Trump désigne comme cible non un simple cessez-le-feu, mais bien un accord de paix global et durable, propos rappelés par Marco Rubio et faisant directement écho aux exigences de long terme du Kremlin. En arrière-plan, le sommet confirme une réalité géopolitique connue depuis des décennies, mais oubliée volontairement ou involontairement. L'Ukraine demeure avant tout un levier stratégique instrumentalisé par les deux superpuissances, tandis que la diplomatie européenne s'avère, elle, impuissante à dessiner une politique autonome et que les marges de manœuvre locales s'amenuisent face à une dynamique militaire de plus en plus périlleuse pour l'Ukraine. Dans ce nouveau contexte, la suite dépendra largement de la capacité, ou non-capacité, des acteurs locaux à peser dans les tractations, de l'appétit des Européens pour sortir de leur posture de soutien et enfin de la volonté ukrainienne de négocier dans un cadre qui lui est imposé, pour ne pas dire déjà préparé. Et le sommet d'Alaska incarne donc à la perfection la logique de la réelle politique contemporaine et du monde multipolaire qui se dessine, auquel les États-Unis participent désormais. Tout d'abord, un dialogue bilatéral sans médiation multilatérale réelle, où le sort d'un État dépend de la confrontation ou de l'entente d'intérêts supérieurs entre puissances supérieures. Enfin, un échange où la géographie stratégique de l'Ukraine, les appuis économiques russes en provenance d'Asie, les ressources, le jeu des puissances comme l'Inde, la Chine et le rapport de force militaire, on a vu tout ça sur notre chaîne, pèsent davantage que n'importe quel discours sur les droits et la souveraineté. Et pour terminer, l'Europe, qui, malgré son unité affichée, reste pour l'instant un acteur de deuxième rang dans le concert international, faute de comprendre le monde qui se dessine, de volonté, de capacité et d'autonomie diplomatique suffisante pour s'ériger en véritable contre-pouvoir ou médiateur. Telle est la bonne nouvelle d'Alaska. Un soulagement temporaire pour Washington et Moscou qui se serrent la main à l'aube d'un ordre multipolaire. Un avertissement pour les Européens et la confirmation, surtout, que la géopolitique mondiale n'accorde décidément pas de place gratuite à la table des grandes puissances et qu'il va falloir le comprendre. Tout cela intervient dans un contexte particulier. L'hégémonie américaine montre ses limites. La thalassocratie doit désormais faire face à la montée en puissance du continent eurasiatique, que ce soit avec des puissances majeures comme la Chine, l'Inde ou l'émergence d'acteurs régionaux comme la Turquie ou encore le Vietnam. Les zones de conflictualité économique, militaire, technologique se multiplient et à long terme, cela pourrait être dévastateur pour les États-Unis dont la puissance mondiale repose sur le commerce international, le contrôle des mers et la projection militaire. En 2025, la dette publique américaine franchit un seuil inédit, culminant à plus de 37 000 milliards de dollars, soit 122% du PIB. Ce fardeau croît plus vite que la croissance, menaçant la soutenabilité à moyen terme. Les seuls intérêts annuels, environ 1200 milliards de dollars, dépassent désormais les dépenses militaires. Certains mois, 65% de l'impôt sur le revenu sert uniquement à payer ces intérêts. Cela illustre un point capital. Une superpuissance militaire engagée sur tous les océans dépend désormais de sa capacité à refinancer sa dette pour projeter sa puissance. Derrière la comptabilité se cache donc un enjeu géopolitique majeur, et Trump l'a bien compris. Cette dépendance est aggravée par le fait qu'environ 30% de la dette est détenue par des investisseurs étrangers. Autrement dit, la puissance de Washington repose sur un crédit permanent accordé par le système financier global, et ce privilège exorbitant du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale est un atout stratégique, mais aussi une vulnérabilité si la confiance venait à se fissurer. En interne, l'Amérique se divise entre un courant protectionniste qui cherche à rapatrier les chaînes de valeur et un courant libéral mondialisé qui défend l'ouverture commerciale. Cette dualité se traduit par une politique étrangère parfois incohérente, ce qui peut affaiblir son adaptation stratégique dans un monde multipolaire où les décisions se prennent de plus en plus vite et souvent en dehors des canaux multilatéraux. Enfin, la dépendance américaine a des chaînes d'approvisionnement critiques, notamment en Chine pour les terres rares, n'est pas qu'économique, elle est géopolitique. Ces ressources, indispensables aux hautes technologies militaires et industrielles, transitent par des corridors maritimes qui sont exposés. On l'a vu, détroit de Malacca, mer de Chine méridionale, voire canal de Suez, impliquant un contrôle naval et diplomatique constant. Ici, la géographie conditionne directement la sécurité économique.
On revient donc à l'accord trilatéral de juillet 2025 entre Washington, Bruxelles et Tokyo qui illustre comment la diplomatie américaine se confond avec l'économie. L'Union européenne, vous le savez, s'engage à investir 600 milliards de dollars aux États-Unis et à acheter quelques 750 milliards de dollars d'énergie aux États-Unis, tout en acceptant des quotas sur l'acier et l'aluminium, officiellement motivé par la nécessité de réduire la dépendance à la Russie. Cet accord ancre en réalité l'Europe dans un système d'approvisionnement américain qui réduit sa marge stratégique. Et quelques jours plus tôt, le Japon avait accepté une hausse américaine similaire de 15% sur ses exportations automobiles et électroniques, ce qui représente environ 17% de ses ventes globales, en échange d'un maintien d'accès au marché américain. Ces concessions ne sont pas seulement économiques, elles sont dictées par la réalité des positions géographiques respectives. L'Europe dépendante d'approvisionnement énergétique extérieur et le Japon, isolé en mer et vulnérable aux tensions régionales, voient dans cet accord une forme d'assurance stratégique en s'arrimant aux États-Unis. Bien entendu, cela fait les affaires de Washington, car Washington va plus loin en développant à terme un véritable OTAN économique, avec un contrôle normatif des secteurs clés comme la 5G, l'IA, les semi-conducteurs, qui agit comme une barrière technologique. En imposant ces standards, les États-Unis verrouillent les chaînes de valeur mondiales et limitent la montée en puissance de futurs concurrents sur le continent, tout en inscrivant leurs alliés dans des cadres réglementaires dont ils ne pourront que difficilement s'extraire. We just a couple of weeks ago made the largest trade deal in history, so that's a big thing, and congratulations, that's great. Thank you very much, Ursula. La redirection des flux énergétiques européens vers les hydrocarbures américains n'est pas un simple changement de fournisseur. Elle redessine la carte énergétique mondiale, réduit certes l'influence russe en Europe, mais donne à Washington un levier sur les décisions politiques. C'est ce que nous sommes en train de voir en ce moment. La géographie des ressources et des routes d'acheminement devient ici un élément central du pouvoir américain. Dans ce nouvel ordre qui se dessine, l'Ukraine n'est pas seulement un champ de bataille, elle est un nœud stratégique au croisement de l'Europe et de la Russie, une périphérie de l'empire russe et américain reliant par ses terres et ses ports des flux énergétiques, agricoles et industriels. C'est pour cela que les sanctions secondaires américaines ont cherché à couper tous les canaux économiques permettant à la Russie de financer son effort de guerre. Pourtant, cette stratégie s'est heurtée aux BRICS. L'Inde, qui importe 35% de son brut depuis la Russie, maintient ses achats malgré les menaces tarifaires supérieures à 25%. La Chine, autre pilier, a même augmenté ses tarifs douaniers il y a plusieurs mois jusqu'à 125% sur certains produits américains dans le cadre de la guerre économique, tout en poursuivant ses ambitions géopolitiques via les nouvelles routes de la soie et en poussant à l'usage international du yuan. Ensemble, Pékin et New Delhi ont offert à Moscou un filet diplomatique et commercial qui a réduit l'efficacité des sanctions et renforcé la possibilité pour la Russie de durer dans la guerre. D'où la trêve commerciale qui s'est engagée par la suite avec la Chine et la rencontre en Alaska. Sur le terrain, le Donbass est la clé de voûte stratégique du pays. Pour la Russie, son contrôle permet de menacer le cœur de l'Ukraine. Pour Kiev, c'est une ligne de résistance vitale. La constitution ukrainienne interdit toute cession de territoire sans référendum, limitant la marge de manœuvre de Zelensky et rendant toute application d'accord sensible en Ukraine. Cette fracture interne illustre combien, dans un conflit moderne, l'homogénéité militaire et politique pèse autant que les armes elles-mêmes. Mais face aux États-Unis et à la Russie, l'Ukraine aura-t-elle vraiment le choix? Ou fera-t-elle alors cavalier seul avec l'Union européenne? Dans les deux cas, le filet posé par le binôme russo-américain est bien tendu. Se pose alors la question, si l'Ukraine refuse la proposition russo-américaine, la guerre se poursuivra. Quid alors des ressources, et plus particulièrement de la ressource humaine pour tenir dans cette guerre d'usure? Henry Kissinger ne disait-il pas en son temps, être un ennemi des États-Unis est dangereux, mais être son ami est fatal. Les Américains jouent un jeu que les Européens ne sont pas assez matures pour comprendre, luttant pour maintenir leur hégémonie mondiale, tandis que les Européens, en manque de vision stratégique à long terme, peinent à conserver l'approbation des mandats de leurs dirigeants. Dans le tumulte des sanctions, des alliances et des négociations de territoire, il devient évident que le monde d'aujourd'hui n'accorde plus de place à la naïveté. La politique et la guerre, l'économie et la géographie s'entrelacent pour façonner un ordre nouveau, instable et parfois brutalement cynique.
Les États-Unis voient leur hégémonie contestée. La Russie s'adapte et capitalise sur le soutien de puissances asiatiques, l'Europe cherche encore son cap et l'Ukraine demeure otage d'équilibres qui la dépassent. Sur la scène internationale, chaque décision façonne le destin des États et de peuples entiers, mais rien n'est définitif. La force dicte la négociation, la diplomatie formalise les rapports de force et l'incertitude devient la seule certitude. Si cette analyse vous a plu et que vous souhaitez ne rien manquer des futures vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour bien recevoir les notifications. N'hésitez pas à aimer, à partager autour de vous et à laisser vos impressions en commentaire. Votre soutien est plus que jamais essentiel sur YouTube en 2025. Merci à Oli d'être le sponsor de cette vidéo. Je vous renvoie vers le lien en description ou le QR code pour bénéficier d'une réduction. Merci à tous pour votre